Mathureau, les traumatismes médulaires. Donc on est passé du cerveau à la moelle. Alors, les traumatismes médulaires sont fréquents, environ 2500 nouveaux cas par an en France, avec comme tous les traumatismes un sexe ratio qui est en faveur des hommes, enfin en défaveur on va dire des hommes. Il y a à peu près 4 hommes pour une femme victime de trauma médulaire. Ça concerne surtout les jeunes qui font un peu les casse-coups, voilà, soit en moto, soit en skate, je ne sais pas. L'âge moyen des traumatismes médulaires, il est très jeune, 21 ans, avec un pic entre 15 et 25 ans. Donc c'est clairement de la traumatologie à 2 roues motorisées ou des accidents de sport voilà. Ou de gamins qui montent dans les arbres. Souvent des AVP, quelquefois des agressions, moins souvent des chutes, mais ça arrive quand même dans un 5e à un 6e des cas, et souvent aussi des accidents de loisirs. Les lésions associées sont extrêmement fréquentes. On a souvent des lésions associées au traumatisme rachidien et médulaire. Dans le cas du traumatisme de la moelle thoracolombaire, c'est souvent des traumatismes thoraciques qui sont associés, évidemment, c'est la même zone. Moins souvent des traumatismes crâniens ou abdominaux. Pour le rachis cervical, par contre, on a plus de... Ah oui, je suis désolée, en fait, il y a des chiffres qui ont disparu. Pour le traumatisme du rachis cervical, c'est souvent des traumatismes crâniens. Il y a souvent des traumatismes crâniens associés. Bon, aussi pelvis et os, mais retenez surtout que ce sont des traumatismes crâniens qui sont souvent associés au traumatisme du rachis cervical. Sur cette étude, mais qui est très ancienne, de traumatisme crânien fermé avec des Glasgow inférieurs à 10, il y avait 31% de lésions osseuses associées. Donc un tiers des patients traumatisés crâniens avaient des lésions osseuses associées et 14% avaient des lésions du rachis. Donc c'est loin d'être rare. Et attention à toujours chercher une lésion du rachis chez un traumatisé crânien. Et le dogme, c'est tout traumatisé crânien est un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire. Or, par définition, un traumatisé crânien grave n'est pas en état de dire qu'il a mal au rachis. Donc, il faut vraiment y penser. Voilà. Et immobiliser le rachis, que ce soit cervical ou thoracique ou lombaire. Les lésions sont différentes selon le mécanisme du traumatisme. On a assez souvent des traumatismes en hyperflexion, c'est ce que vous voyez sur le dessin du haut, et à ce moment-là, il va y avoir une rupture des ligaments postérieurs, et en fait, les corps vertébraux vont venir s'écraser en avant, et vous avez ce petit fragment que vous voyez, qui s'appelle un teardrop, une larme, qui est un petit fragment osseux. Et quand vous avez ce petit fragment de corps vertébral qui manifestement est resté sur la vertèbre du dessous et s'est détaché de celle du dessus, il faut toujours penser que c'est une lésion instable parce que la teardrop fracture signe vraiment une hyperflexion du rachis et donc souvent un arrachement du système ligamentaire postérieur. Donc ce sont des lésions instables et il faut absolument demander un avis orthopédique et immobiliser le patient, surtout ne pas le mobiliser. Vous avez à l'inverse des traumatismes en hyperextension. Là, c'est plutôt une teardrop du postérieur, mais c'est exactement la même chose. L'appareil ligamentaire antérieur est complètement arraché, donc là aussi c'est instable. Vous avez des traumatismes en compression. C'est souvent le cas, par exemple, de personnes qui tombent sur les fesses avec des tassements vertébraux. Et on peut avoir vraiment comme des explosions en fait, de corps vertébraux avec des reculs du mur postérieur et qui donnent des lésions médulaires. Donc le tassement vertébral peut être là aussi à l'origine d'une lésion médulaire. Et puis vous avez des traumatismes en rotation extrême où là on a carrément des luxations des articulaires postérieurs avec là aussi des lésions ligamentaires. Pas forcément une atteinte du canal médulaire, mais ça peut se voir et là aussi ce sont des lésions instables, donc qui peuvent s'aggraver.
Et donc, pour schématiser, vous avez donc sur l'image de gauche une vertèbre avec le segment vertébral antérieur, qui est le corps vertébral, le segment vertébral postérieur, qui est constitué par les apophyses épineuses en arrière et les apophyses transverses sur les côtés, et tout le segment vertébral moyen, qui est constitué par les lames, et donc c'est ce qui entoure en fait le canal médulaire. Et le segment mobile rachidien qui est constitué en fait par les ligaments articulaires postérieurs et les interarticulaires et surtout les ligaments intervertébraux antérieurs et postérieurs. Tout ça, c'est ce qui concourt à la stabilité du rachis. Donc en cas d'atteinte du segment vertébral moyen ou du segment mobile rachidien, vous avez un rachis instable et donc une nécessité de prise en charge par un service spécialisé. La physiopathologie des lésions médulaires, c'est d'abord la lésion primaire. C'est exactement comme pour le traumatisme crânien. Vous avez une lésion primaire qui est due au choc direct, généralement par un fragment osseux du rachis qui va s'impacter dans la moelle. Donc là, vous avez par exemple une lésion en compression médulaire avec une fracture du corps vertébral, une compression du corps vertébral et un recul du segment postérieur qui va écraser la moelle épinière. Ici, il y a encore un petit passage. On peut espérer que cette lésion soit potentiellement incomplète et donc puisse récupérer, mais quelquefois, la moelle est coupée littéralement par le morceau d'os, et donc à ce moment-là, il y a peu à espérer en fait d'une décompression. Donc cette compression, elle peut être due à un fragment osseux, mais aussi à un disque interarticulaire, à une luxation, à une rotation. Et vous avez à ce moment-là la lésion primaire, qui est une lésion directe de la moelle épinière. Et puis vous avez des lésions vasculaires qui sont liées au fait que dans le canal médulaire passent aussi des vaisseaux, notamment des artères, qui en cas de lésion vont, exactement comme dans le trauma crânien, vont saigner, ça prend de la place, ça augmente la pression intramédulaire, et donc il y a une moins bonne, déjà il y a un écrasement de la moelle, mais en plus il y a une moins bonne, vascularisation de la moelle épinière. Et puis vous avez à ce moment-là des lésions axonales qui sont liées à la baisse de la vascularisation médulaire et donc une souffrance médulaire et un choc spinal. Le choc spinal, en fait, c'est l'arrêt du potentiel nerveux à un niveau médulaire, et donc en dessous vous avez une aréflexie complète, l'absence de réflexe et l'absence de motricité. C'est ça le choc spinal, hein. C'est pas le choc médulaire qui est une hypotension, on va en reparler. C'est vraiment la perte de tout passage en fait électrique nerveux par la moelle épinière. Alors, vous avez ensuite, exactement comme dans le trauma crânien, des lésions secondaires. L'ischémie entraîne un œdème qui va d'abord intéresser la substance grise, ensuite la substance blanche, une hypoperfusion avec interruption du potentiel d'action, démyélinisation et mort cellulaire. Et puis, vous avez des lésions d'excitotoxicité. Là aussi, c'est exactement la même chose au niveau de la moelle et au niveau du cerveau. Les lésions primaires entraînent une ischémie, l'ischémie entraîne une libération de glutamate avec une stimulation des neurones, des astrocytes, qui sont les cellules de la substance blanche, des oligodendrocytes, qui vont entraîner donc des transferts de calcium extracellulaire, une apoptose, c'est-à-dire une mort cellulaire accélérée, la libération de radicaux libres qui eux-mêmes vont aggraver les lésions médulaires, et donc vous avez à la fin une extension lésionnelle. Au-delà de la lésion primaire, vous avez une lésion secondaire qui va intéresser un segment plus large de la moelle. Et il faut donc absolument prévenir les agressions médulaires secondaires d'origine systémique. On parle dans le trauma crânien d'Axos, les agressions cérébrales secondaires. Là, ce sont les AMSOS, mais c'est exactement le même mécanisme. Les agressions médulaires secondaires d'origine systémique, et c'est les mêmes, c'est l'hypotension artérielle, l'hypoxémie, l'anémie, qui vont dans tous les cas aggraver les lésions. Et puis vous avez ensuite des lésions tertiaires, avec une libération de corticoïdes, de catécholamines, une inhibition de la réponse immunitaire, une activation de certaines cascades inflammatoires. Ça touche à la fois le foie, les poumons, les neurones.
un espèce d'état inflammatoire généralisé, SIRS-like, et une diminution de l'immunité générale qui va favoriser les infections. Donc là aussi, tout ça, ce sont des lésions tertiaires qui arrivent après ces lésions secondaires d'origine systémique et qui vont en elles-mêmes être un facteur d'aggravation du patient et de ses lésions médulaires. Alors, l'anatomie médulaire, c'est un enchevêtrement de faisceaux qui ont différentes fonctions. Vous avez le faisceau pyramidal, le faisceau extra-pyramidal. Vous avez des faisceaux qui sont à prédominance motrice, d'autres proprioceptifs, d'autres sensitives. Dans tous les cas, la lésion médulaire complète va arrêter tous ces faisceaux qui conduisent l'influx électrique de haut en bas, donc du cerveau vers le bas, vers la moelle. Et donc au niveau de la lésion, ça va arrêter l'influx au niveau des racines nerveuses qui sortent du rachis en fait par ce niveau lésionnel. Et puis en dessous, vous avez le syndrome sous-lésionnel qui concerne tout ce qui est toutes les fibres nerveuses en fait qui avaient une action motrice ou sensitive ou autre en dessous de cette lésion. Et donc sémiologiquement, vous avez un syndrome lésionnel au niveau de la lésion qui va donner des douleurs. C'est souvent des douleurs en fait en ceinture ou en hémiceinture qui se majorent à la toux et avec un déficit sensitif radiculaire au niveau de la lésion. Et en dessous, vous avez tout le syndrome sous-lésionnel avec, il n'y a plus de faisceau nerveux, il n'y a plus d'influx nerveux, donc paralysie flasque, en tout cas initialement, une anesthésie complète si la lésion est complète, une rétention aiguë d'urine, un priapisme, une béance anale, une vasoplégie généralisée. Ça, c'est vraiment le syndrome sous-lésionnel complet. Quand il est complet, donc ce syndrome sous-lésionnel, pour aller l'examiner, il faut aller voir les racines les plus distales, les plus basses. Et en fait, ce ne sont pas celles des pieds, tout simplement. Ce sont celles de la région périnéale. Donc en fait, on fait un toucher rectal. Et c'est le toucher rectal qui permet de savoir s'il y a quelque part une lésion au-dessus. Bon, après, évidemment, si vous avez une paralysie flasque des deux membres inférieurs, vous imaginez que, comme on connaît un petit peu la sémiologie, on sait qu'on a une lésion qui est au-dessus, par exemple, de L3. Mais on peut avoir une lésion médulaire très basse qui va se manifester par un syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire une perte de tonus anal. Et donc, le niveau neurologique, il est défini par le métamère le plus caudal, le plus bas, ayant une fonction motrice et sensitive normale des deux côtés. Voilà, et donc on a le score ASIA, qui est en fait le score d'examen clinique des traumatisés médulaires, avec, en fonction des niveaux, l'examen à faire. Donc voilà, on n'a pas besoin de l'apprendre par cœur. La flexion du coude, c'est niveau C5. L'abduction du cinquième doigt, c'est niveau T1. Voilà, il y a des signes simples comme ça. Ça va jusqu'à S1 avec la flexion plantaire de cheville. Et puis le toucher rectal qui correspond au niveau S4, S5, donc au dernier niveau sacré. Alors, cette étude de 417 traumatisés médulaires dans des centres français, qui n'est pas publiée, montre la proportion de déficit complet ou incomplet en fonction du niveau lésionnel. Son intérêt, c'est de montrer qu'en fait, quand on a des niveaux dorsaux, c'est très souvent complet. Il faut savoir que le canal médulaire au niveau dorsal, il est beaucoup plus fin, il y a moins de place au niveau du rachis dorsal qu'au niveau du rachis cervical ou lombaire. Et malheureusement, les lésions du rachis dorsal sont beaucoup plus souvent complètes et irréversibles. Et toujours la même étude montre la récupération à 1 an. Et là, par contre, en cas de déficit complet, la récupération est beaucoup plus faible. Et en fait, on récupère moins bien des lésions du rachis dorsal que des lésions cervicales ou lombaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais le pronostic est un petit peu moins bon. Alors, il y a le côté moteur et sensitif, il y a aussi l'atteinte végétative, qui là aussi dépend du niveau et qui va avoir une influence sur les organes. En cas d'atteinte cervicale, alors je ne sais plus si sur cette diapo, non, c'est sur celle d'après. En cas d'atteinte cervicale, on peut avoir une bradycardie. En cas d'atteinte au-dessus du niveau dorsal, on va avoir une grande vasoplégie, par vasodilatation notamment digestive, mais aussi périphérique. Et plus bas, on va avoir, si une atteinte est au-dessus des racines sacrées,
Donc quasiment toutes les atteintes, on va avoir priapisme et béance anale. Ça, c'est vraiment l'atteinte la plus basse. Et vous voyez ici que pour ce qui est de la ventilation, le diaphragme est innervé par le nerf phrénique qui part grosso modo des racines C3 à C5. Retenez C4. Donc les lésions au-dessus de C4 entraînent une paralysie phrénique et donc une atteinte ventilatoire très sévère. Mais la ventilation dépend aussi des muscles intercostaux qui sont très importants et qui sont innervés par les racines T8 à T11 et puis les abdominaux qui permettent pas forcément de respirer mais au moins de pouvoir tousser et qui eux dépendent des racines T5 à L1. Donc toutes ces atteintes peuvent impacter la fonction respiratoire. Mais c'est surtout au-dessus de C4 qu'on a des gros soucis ventilatoires avec une nécessité de ventilation mécanique rapide. Et les patients finissent dans 100% des cas trachéotomisés et sous ventilation mécanique quand même dans 71% des cas. Alors, il faut savoir évoquer un traumatisme du rachis devant une cinétique élevée, donc un accident à cinétique élevée, devant des troubles de conscience, quels qu'ils soient, en tout cas dès que le patient a un traumatisme crânien, et puis aussi devant une hypotension isolée. Je vous ai parlé de la vasoplégie, donc ça donne des hypotensions sans forcément syndrome hémorragique associé. Donc un traumatisé avec une hypotension isolée et suspect de traumatisme du rachis et de la moelle. Les bradycardies, là aussi, par atteinte sympathique haute. Et le priapisme ou la béance anale d'emblée sont évidemment fortement suspects de lésions médulaires. Donc en préhospitalier, il faut conditionner ces patients très rapidement. Les 5 tuyaux, c'est la voie veineuse périphérique, l'intubation, quand c'est nécessaire, la sonde gastrique, la sonde urinaire. Bon, ça, je dirais, la sonde urinaire, ça peut quand même généralement attendre d'être arrivé à l'hôpital. Et la sonde thermique qui est importante, ou en tout cas la prise de température. Et puis, il faut surtout immobiliser strictement le rachis avec un respect de l'axe rachidien. On met le patient sur une planche de relevage, maintenant c'est systématique, ou en tout cas au minimum un matelas à décompression. Attention à la planche de relevage, il ne faut pas la laisser longtemps. Ça donne des escarres sacrées très rapidement et on aggrave le pronostic des patients si on les laisse en fait plus d'1 heure ou 2 heures sur une planche. Donc, on voit encore quelquefois des patients qui arrivent après 4 heures de transfert préhospitalier sur des planches avec des escarres sacrées très importantes et qui vont mettre très très longtemps à guérir. Il faut absolument mettre un collier cervical rigide et puis voilà, un matelas à dépression éventuellement. En tout cas, tout doit être fait pour immobiliser le rachis de haut en bas. Et là, vous avez un scanner d'un patient qui a eu un AVP vélo, qui a fait un arrêt cardiaque lors de la mobilisation sans collier cervical. Et le scanner montre une atteinte du rachis cervical très haut, C1, C2, qui explique tout à fait l'arrêt cardiaque à la mobilisation. Et sur son IRM, on voyait une atteinte médulaire haute, limite bulbaire en fait, sous-bulbaire, là aussi, qui a été aggravée par la mobilisation. On perfuse en évitant là aussi, comme les traumas crâniens, les solutés hypotoniques, donc on met plutôt du sérum physiologique que du ringer lactate. On peut mettre des macromolécules et on évite de diluer pour éviter d'aggraver les troubles de l'hémostase. On réchauffe avec soit un réchauffeur externe si on en a un, mais on n'a pas forcément, soit simplement une couverture de survie métallique avec la partie dorée à l'extérieur pour garder la chaleur sur le patient. Donc ça, c'est lié, le refroidissement, il est rapide, il est lié à la vasodilatation par sympatholyse. Donc c'est la vasoplégie dont je vous parlais. On contrôle les voies aériennes sans mobiliser le rachis cervical. Donc ça veut dire, après induction en séquence rapide, parce que c'est évidemment une intubation qui se fait en urgence, donc de principe à estomac plein. Si on peut, 3 opérateurs, ce qui permet d'avoir quelqu'un qui immobilise vraiment la tête et le rachis cervical lors de l'intubation. Et il faut savoir que l'intubation avec une lame de laryngoscope, ça va mobiliser, on est obligé de tracter sur le cou, et ça va quand même risquer un déplacement au niveau des vertèbres cervicales, notamment supérieures, avec, lors de l'élévation de la lame, une rotation supérieure de C0 sur C1, donc
de l'écaille occipitale sur C1, une rotation inférieure de C2, C5. Enfin voilà, il y a des mouvements qui sont possibles. Et donc, il faut absolument essayer d'éviter ces mouvements. Et donc, on utilise de préférence des moyens d'intubation qui permettent de limiter les mouvements du rachis, notamment le McGrath. Ça, c'est quand même une invention absolument géniale qu'on utilise maintenant couramment dans les blocs opératoires, qui facilite énormément les intubations et qui permet de limiter la mobilisation du rachis cervical. Et puis l'AirTrack éventuellement, qui est un peu plus ancien, mais qui marche aussi très bien quand on sait un peu s'en servir. On contrôle l'hémodynamique en essayant de maintenir, comme pour le traumatisme crânien, une pression artérielle moyenne supérieure à 80 mm de mercure dès la prise en charge extra-hospitalière, et ça va continuer jusqu'au 7e jour post-traumatique. Après, je dirais, on va peut-être pouvoir arrêter, mais il faudra au moins continuer ça jusqu'au 7e jour. On évite l'hypertension artérielle qui va favoriser l'œdème et l'hémorragie médulaire et qui peut entraîner des saignements. Et il faut se baser évidemment sur un cathétérisme artériel, donc une pression artérielle sanglante, le plus tôt possible au cours de la prise en charge médicale sans retarder l'arrivée à l'hôpital. Donc peut-être pas d'artère dans le camion du SAMU, mais en tout cas dès l'arrivée du patient en salle de déchocage. Le remplissage vasculaire, donc des solutés non hypotoniques, comme pour le cerveau. Et si le patient est hypotendu, les recommandations sont encore aux colloïdes de synthèse, même si maintenant on les utilise un peu moins. Et on utilise un vasoconstricteur direct, exactement comme pour la réanimation du traumatisé crânien grave, qui est la noradrénaline. En général, on commence avec de la noradré un petit peu diluée à 0,25 mg par millilitre, et puis on adapte en fait en fonction des besoins. Sur voie périphérique exclusive en préhospitalier, on ne va pas perdre de temps à poser un cathé central. On fait attention, on vérifie qu'il n'y ait pas d'extravasation. Sans vecteur pour éviter les à-coups tensionnels, on ne va pas le mettre en Y sur une perfusion. Il faut une voie dédiée et à ce moment-là, on peut tout à fait mettre de la noradré à 0,25 sur une voie périphérique en attendant d'avoir l'idéal, c'est-à-dire un cathé central. Il y a quand même 73% d'hypotension artérielle chez les traumatisés médulaires en préhospitalier. Donc c'est vraiment une préoccupation à avoir en permanence, éviter l'hypotension et remplir et donner de la noradrénaline. Alors pendant longtemps, on a donné des corticoïdes à forte dose pour essayer de protéger la moelle contre la cascade inflammatoire. Donc ça, c'était en fait sur les rachis à la période très précoce, et notamment sur le rachis cervical, parce que finalement, si on peut gagner un niveau sur un rachis cervical, c'est pas mal. Ça peut transformer un patient qui n'est pas autonome sur le plan ventilatoire à un patient qui va pouvoir quand même respirer un peu tout seul. Donc ça s'est fait pendant longtemps, et puis finalement, ça ne se fait plus. Donc les études NACIS 1 et 2 ont finalement montré que même s'il y avait une petite amélioration neurologique, elle était contrebalancée très largement par l'aggravation des infections, des hémorragies digestives liées aux fortes doses de corticoïdes. Donc on a complètement arrêté, y compris les faibles doses. On ne donne plus de corticoïdes du tout depuis ces études. Voilà, c'est plus recommandé. Cette recommandation s'applique également donc, au traumatisme médulaire direct, mais aussi aux patients qui décompensent une myélopathie chronique. Le canal cervical étroit, des gens un petit peu âgés à partir de 60 ans, qui sur des traumatismes quelquefois mineurs arrivent tétraplégiques ou tétraparétiques à l'hôpital, ne bénéficient pas des corticoïdes à forte dose. Alors, les lésions tertiaires, donc on en a parlé, l'immunodépression est très fortement aggravée par les corticoïdes. Donc le but, c'est de ne pas aggraver ce phénomène qui aggrave réellement le pronostic des patients. Le traitement chirurgical des lésions du rachis, c'est la chirurgie donc, de laminectomie, c'est l'arthrodèse et l'aminectomie. Donc l'aminectomie, ça veut dire qu'on enlève les lames. Donc, vous vous souvenez, le segment vertébral moyen. Quand on enlève les lames et donc avec les apophyses épineuses, ça fait de la place pour le rachis, donc ça permet, surtout si la moelle est un petit peu gonflée, démaciée, ça permet de faire de la place et d'éviter la compression. Et on fixe pour garder une stabilité et pour essayer de réduire les déformations du rachis, donc on fixe avec ces espèces de tiges vissées que les chirurgiens mettent sur le rachis.
Alors, les indications préférentielles du traitement chirurgical, parce qu'il n'est pas systématique. Le pour, c'est les lésions incomplètes qui ont une capacité de récupération. Les lésions évolutives, ça c'est important, une lésion qui est en train de s'aggraver, on va essayer d'arrêter cette aggravation. Et c'est notamment le cas des lésions qui sont sur les rachis très instables chez des patients qu'on est quand même obligé de mobiliser quelquefois, au moins en partie. Les délais courts, quand on est dans un délai de moins de 6 heures après le traumatisme, on a vraiment une chance de récupération avec une décompression chirurgicale de la moelle. Et les délais inférieurs à 24 heures, la récupération sera peut-être moindre, mais elle est encore possible. Contre, c'est la lésion complète. Finalement, on a peu de chances de récupérer, notamment quand c'est une lésion dorsale. Les délais un petit peu tardifs, les grosses contusions pulmonaires associées, les gros traumatismes crâniens associés, qui vont en fait être aggravés par la chirurgie en décutus ventral. Quoique pour le poumon, ça se discute. Quelquefois, le décutus ventral péropératoire de la lésion du rachis améliore la ventilation des patients. Et quelquefois, on prend ça en compte pour accepter ou pas d'emmener le patient en bloc. Mais un patient très hypoxémique, qu'on a du mal à ventiler, on ne pourra clairement pas, en toute sécurité, lui faire subir une chirurgie de 8 heures hémorragique en décutus ventral. On prend plus de risques qu'on n'aura de bénéfices. Donc il arrive qu'on renonce à une chirurgie du rachis à cause de lésions associées traumatiques. La récupération, elle est meilleure quand la chirurgie est faite tôt. Voilà, ça c'est une évidence, on ne va pas traîner là-dessus. Et il y a moins d'infections de pneumopathie lorsque la chirurgie est faite rapidement. Donc c'est aussi un argument en faveur quand on peut, d'opérer vite les patients traumatisés médulaires. En France, sur ces données, alors je ne sais plus d'où elles viennent d'ailleurs, non, je ne sais pas, ces données montraient que seulement 26% des patients étaient opérés dans les 6 heures. C'est quand même difficile de réussir à prendre en charge le patient, l'amener à l'hôpital, le techniquer, le bilanter et trouver une place au bloc opératoire avec un orthopédiste qui sache faire du rachis dans les 6 heures. Très franchement, ça n'arrive pas tout le temps, même chez nous. Et la chirurgie est plus souvent plutôt dans un délai de 8 à 24 heures. L'orientation nécessite un transfert rapide dans un centre spécialisé et pas dans l'hôpital de proximité. Si on sait que le patient a un trauma du rachis grave, a une lésion médulaire, il faut vraiment d'emblée gagner du temps et le faire passer dans un centre spécialisé du rachis pour espérer une récupération. Alors ça c'est un peu anecdotique, mais c'est plus du tout les radios maintenant qui font le diagnostic de lésion du rachis ou de lésion médulaire. Maintenant c'est le scanner, et tous les polytraumatisés ont un scanner corps entier, donc avec un rachis cervico-dorso-lombaire. Quelquefois la radiothorax, qui fait partie des premiers examens qu'on fait chez les polytraumatisés, cette radio qui est faite en fait pour rechercher un pneumothorax qui est éventuellement, ou un hémothorax, mais enfin une lésion pulmonaire éventuellement à drainer avant d'aller au scanner, il faut penser à bien la regarder parce qu'on peut quelquefois voir dessus une lésion médulaire. Et là, en l'occurrence, cette radio du thorax montre d'emblée qu'il y a une lésion du rachis dorsal. Donc voilà, ça aide. Et on gagne du temps, notamment sur les précautions à prendre en termes de mobilisation avant d'aller au scanner. Ici, c'est un patient qui a une pression artérielle basse, une systolique à 6 à 61 mm de mercure, sans saignement apparent, avec une hémoglobine qui est normale et sans besoin manifeste de remplissage. Ça, c'est vraiment tout à fait typique de la lésion médulaire. Et là, il a une fracture du rachis avec un gros recul du mur postérieur. Et donc là, une lésion médulaire responsable d'une vasoplégie sous-jacente et donc d'un choc médulaire. Ici, une luxation du rachis cervical. Là, on imagine bien qu'il n'y a pas ni de persistance d'un flux nerveux possible, ni une récupération possible sur un rachis cervical. Là, le rachis est complètement disjoint. Ici, sur le bilan d'un hémomédiastin avec un petit élargissement
de la silhouette médiastinale, on a en fait une fracture du rachis cervical, ou dorsal plutôt, là, dorsal, qui est responsable d'un hémomédiastin et donc qui se voit sur la radio de thorax. On ne voit pas la fracture elle-même, on voit le saignement associé. Voilà. Et ici, donc quelquefois on est amené à faire une IRM, rarement en grande urgence, mais quelquefois rapidement. Et on voit ici, en urgence, en fait, sur une lésion médulaire évidente, sans lésion osseuse décelable au scanner, on voit une hernie discale traumatique et une contusion médulaire avec cet aspect hyperdense de la moelle épinière en IRM qui prouve la contusion médulaire. Et il y avait ici en plus un hématome extradural médulaire. En cas de fracture d'une vertèbre cervicale, il faut absolument faire une angiographie des troncs supraortiques. Les artères vertébrales, comme leur nom l'indique, passent dans les vertèbres cervicales. Donc, en cas de fracture d'une vertèbre cervicale, il y a une forte probabilité, en tout cas, il y a une possibilité de lésion d'une artère vertébrale qui peut ensuite entraîner des ischémies du tronc, des ischémies cérébrales. Donc voilà. Maintenant, le bilan standard du polytraumatisé, de toute façon, comporte une angiographie des TSA. On fait un angioscanner des TSA. Mais voilà, dans les centres où c'est pas forcément la règle, il faut y penser. Le bilan radiologique du polytraumatisé, donc radio, thorax et bassin, ça c'est systématique, ou en tout cas presque systématique. Le scanner sans et avec injection, ça pour le coup c'est vraiment systématique. Et donc quelquefois l'IRM en urgence en cas de forte suspicion de lésion médulaire à scanner normal, notamment en cas de lésion, enfin à la recherche d'une lésion discale, d'une lésion tendineuse. Les orthopédistes ont souvent besoin d'une IRM rachidienne pour voir les lésions tendineuses qui entraînent une instabilité du rachis qui va nécessiter une fixation alors même qu'il n'y a pas de fracture visible sur le scanner. Et ça, ils ont souvent du mal à le faire accepter aux radiologues. Demander une IRM en pleine nuit, ça énerve prodigieusement les neuroradiologues, mais quelquefois, il y a besoin de ça pour savoir s'il faut opérer un patient rapidement. Et puis en cas de lésion médulaire. Alors, il y a une entité clinique qui est finalement assez fréquente. Nous, on en voit quand même de temps en temps. C'est la commotion médulaire. Ce sont des patients qui ont des signes de lésion médulaire, objectifs vraiment sur l'examen, et subjectifs, qui disent qu'ils ne sentent plus leurs jambes, ou voilà, et qui ont d'abord un scanner qui est normal, et on les emmène à l'IRM, et là aussi, on est un peu grognon, parce que emmener un malade à l'IRM à 2h du matin, c'est compliqué, c'est fatigant. Et l'IRM ne montre rien, donc on les étiquette assez vite comme hystériques. Et il ne faut pas faire ça, parce que ça existe. La commotion médulaire, ça existe, ça récupère très bien. En tout cas, dans mon expérience, où j'en ai vu peut-être, 4 ou 5, à chaque fois, ça récupère soit dans les heures qui viennent, soit au pire, dans les 2 jours. Et c'est pas de l'hystérie de conversion, c'est vraiment une commotion médulaire, voilà. C'est des patients qui récupèrent et qui sont extrêmement soulagés d'apprendre qu'ils vont récupérer probablement et qui effectivement ont un bon pronostic. Voilà. En conclusion, retenez qu'une lésion incomplète est le principal facteur de bon pronostic et qu'il faut absolument éviter de compléter la lésion incomplète. Donc vraiment, vraiment, précaution majeure d'immobilisation du rachis, quand il faut tourner le patient, le tourner en monobloc, attendre d'être nombreux pour pouvoir tourner le patient sur le côté pour enlever la planche, par exemple, et surtout pas de mobilisation du rachis cervical. L'amélioration du pronostic repose sur la qualité des soins, pas de mobilisation, maintien de la pression artérielle moyenne à un niveau compatible avec une bonne perfusion médulaire, 80 mm de mercure, c'est très bien. Pas de corticothérapie parce qu'on aggrave les malades, et bloc opératoire précoce avec un chirurgien spécialiste. Donc il faut emmener les patients traumatisés médulaires dans un centre qui soit capable de prendre en charge de la chirurgie du rachis. C'est de la chirurgie qui est lourde, qui est longue et qui est potentiellement hémorragique, voire très hémorragique. Donc il faut une artère, il faut des bonnes voies veineuses, de la noradrée, et avoir un peu l'expérience de ce genre de chirurgie lourde en décutus ventral où quelquefois on a des instabilités hémodynamiques majeures
même sans saignement majeur, mais des patients très instables qu'il faut beaucoup remplir. Enfin voilà, c'est de la chirurgie qui est compliquée et qui nécessite un peu d'expérience et un centre spécialisé. Les recommandations de prise en charge du traumatisé médulaire, elles datent de 2003. Vous les trouvez sur le site de l'ASFAR, elles sont en accès libre.